Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. En cette semaine spéciale Armée africaine, notre dossier du jour s'intéressera au rôle du génie militaire. Au sommaire également au Gabon, les membres de l'opposition se retirent du dialogue national. Ils dénoncent l'absence de concession des représentants de la majorité présidentielle au sein de la commission chargée des réformes institutionnelles. Et puis, en République démocratique du Congo, la prison de Makala a été la cible d'une attaque ce mercredi, une attaque qui a permis l'évasion de Nemwanda Semi, chef de la secte politico-religieuse Bundu Dia Congo. Avec nous sur ce plateau pour en parler, notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Très heureux de vous retrouver autour de ce plateau, Graziella, et puis à mes très chères téléspectatrices. Je dis merci de leur accueil. Tout de suite, c'est l'info du jour. Au Gabon, les opposants peinent à faire adopter leurs propositions au sein de la commission numéro 1 en charge de plancher sur les réformes institutionnelles et sur la consolidation de l'état de droit démocratique. Par conséquent, ils ont décidé de claquer la porte du dialogue national. On fait le point avec Zahra Mohamed Moutiou. On en parle juste après. L'opposition gabonaise se retire du dialogue national. 25 membres siégeaient jusqu'à présent au sein de la commission numéro 1. Mais près de 2 mois après le lancement du dialogue, les opposants peineraient à faire adopter leurs propositions. Les 25 autres membres de la commission, à savoir les représentants de la majorité, s'opposeraient à toute réforme touchant aux institutions. Monsieur René Ndémézo, qui est le représentant de l'opposition, il ne souhaite pas qu'on diminue le mandat du président, parce que le mandat du président est continu. Et là, nous, le PDG, on souhaite que ce soit 5 ans renouvelables une seule fois. Et donc, il y a aussi d'autres éléments qui ne sont pas à notre disposition, comme la communication n'est pas assez bien relayée dans certaines thématiques. Donc, on ne connaît pas réellement pourquoi l'opposition veut se retirer. Convoqué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le dialogue entre pouvoir et opposition était censé résorber les tensions politiques nées après sa réélection contestée. Et engager des réformes, c'était l'objectif de ce forum. Des changements nécessaires pour de nombreux Gabonais qui accusent à présent la majorité de vouloir en réalité garder à l'identique les points pourtant à l'origine de la tenue de ce dialogue. Ce dialogue est une mascarade. Ceux qui y sont allés au nom de l'opposition ne représentent d'ailleurs pas la vraie opposition, parce que la vraie opposition savait. Quand on analyse le contexte politique gabonais, qu'Ali Bongo veut se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Il n'a jamais parlé de limiter les mandats présidentiels, ni même de ramener l'élection à 2 tours. Ils savent que c'est par là qu'ils trichent les élections et c'est par là qu'ils vont avoir le pays sous leur coupe. Nouvelle impasse donc dans une commission désormais composée que des seuls représentants de la majorité présidentielle. Un nouveau revirement qui risque de prolonger les pourparlers qui doivent s'achever le 25 mai. Alors Alfred, on sait qu'une grande partie de l'opposition a boycotté ces assises et là, le peu d'opposants qui faisaient partie finalement de ce dialogue claque la porte. Est-ce que ce dialogue a encore lieu d'être ? Ça, il faut vraiment poser la question à Ali Bongo Ondimba qui voulait se racheter une certaine virginité politique par rapport à sa réélection calamiteuse, entre guillemets, et qui voulait donner une opportunité, au fond, à tous les Gabonais de se retrouver autour de la table, de discuter de tous les points qui font problème depuis un certain temps, notamment cette question du mandat présidentiel, du scrutin à 1 ou 2 tours, qui sont des choses qui avaient été par le passé remises en question par le même Ali Bongo Ondimba qui voulait revenir. Alors, qu'une partie de l'opposition la plus forte est boycottée, c'est tout à fait normal. C'est Jean Ping, Jean Yégué Ndong, tous ces gens-là ne se reconnaissaient pas ou ne se reconnaissent pas dans Ali Bongo. Un certain nombre d'opposants ont cru bien faire, justement, en se disant, au fond, là, on a une chance d'agir sur l'évolution institutionnelle du Gabon et peut-être que pour les élections à venir, les choses changeraient. Or, on s'aperçoit qu'ils ont devant eux un mur.
Et je crois que c'est de la diversion que Ali Bongo Ondimba est en train de faire, justement, distraire l'opinion. Entre-temps, pendant que toutes les énergies sont concentrées là-dessus, lui, il est en train, justement, de s'installer au pouvoir une fois de plus. Et donc, si ce n'est qu'un face-à-face entre les partisans d'Ali Bongo, pourquoi dépenser l'argent des Gabonais pour rien? Vous pensez que la majorité présidentielle est aujourd'hui disposée à mettre un petit peu d'eau dans son vin, ou vous pensez que c'est peine perdue? Au regard de ce qui vient de se passer, notamment sur ce qui semble être l'un des éléments clés justement de ce dialogue national, c'est-à-dire la réforme des institutions, je ne crois pas que les représentants de Ali Bongo Ondimba vont revenir sur leur souci de garder le pouvoir avec eux, au fond. Alors, d'ores et déjà, on peut parler d'échec de dialogue national, selon vous? Attendons d'ici au 25 mai. Vous pensez que ce délai sera tenu, ou est-ce qu'on va vers des prolongations compte tenu finalement de ce blocage? Il n'y aurait aucune raison de prolonger si c'est pour se retrouver encore indéfiniment dans ce blocage. Ça signifierait simplement on dépense l'argent des Gabonais pour rien, ou que tous ces délégués qui sont là se contentent de toucher leur per diem et puis c'est fini. Mais les vrais problèmes des Gabonais, on ne les prend pas à bras-le-corps. Donc je pense effectivement que si on veut véritablement qu'un dialogue ait lieu, il y a un minimum d'accord, c'est-à-dire on va au dialogue pour trouver un compromis national. C'est-à-dire que les deux parties doivent faire des compromis. Exactement. On ne va pas pour imposer son point de vue. Dans ce cas-là, on n'organise pas. Ce n'est plus un dialogue. Exactement. Alors, Alfred, partons du principe que le dialogue finalement se poursuive, que l'opposition revienne et que ce dialogue décide d'un certain nombre de réformes. Le temps que ces réformes soient mises en œuvre, est-ce qu'on pourra tenir les délais pour organiser les législatives en juillet prochain? Non, c'est trop court, et de toute façon, si on allait jusqu'au bout de la logique de ce dialogue, de changement des institutions, de ces résolutions, le temps de leur mise en place et de leur effectivité ou de leur applicabilité, ça ne pourrait pas engager les élections qui arrivent. De toute manière, les élections qui arrivent, ça sera selon la législation passée. Mais ça disposera plutôt pour l'avenir. Et c'est pourquoi c'était intéressant justement que les gens se retrouvent pour dire, ben voilà, il y a eu trop de cafouillage, trop de chaos ces derniers temps. Maintenant, nous voulons repartir sur des bonnes bases dans 7 ans pour qu'on ne se retrouve plus dans ces genres de situations. Malheureusement, ça n'en prend pas le chemin. Merci Alfred pour toutes ces précisions. Dans l'actualité également, l'opération s'est déroulée aux alentours de 3 heures, heure locale. Un commando non identifié a pris d'assaut la prison centrale de Makala à Kinshasa. Ce mercredi, les assaillants ont libéré Nemwanda Semi, le chef de la secte séparatiste chrétienne du Bundu Dia Congo, et une 50aine d'autres détenus. Selon les chiffres officiels, les autorités font état de dégâts matériels important. Alfred, certains disent avoir entendu des coups de feu, d'autres parlent d'assaillants armés de machettes. Finalement, que sait-on concrètement de cette attaque? Alors, Graziella, ce qu'il faut dire dans cette situation-là, c'est que les faits sont très troublants. Mais le gouvernement congolais est très fort, justement, dans la manière de présenter les événements qui surviennent chaque fois dans ce pays-là. Je voudrais dire par là que le gouvernement congolais a un problème avec la vérité, un sérieux problème avec la vérité. Quand on connaît la configuration de la prison de Makala à Selembao, et qu'on sait les gardes qui sont tout autour, et qu'on sait qu'il y a là non seulement Nemwanda Semi qui est prisonnier, mais qu'il y a d'autres prisonniers politiques hautement beaucoup plus symboliques dans cette prison de Makala, et que par le passé il n'y a jamais eu d'assaut contre cette prison-là, on a de sérieux doutes à émettre quant à la réalité de cette question de l'assaut. On pourrait même se poser la question de savoir, est-ce que ce n'est pas ce régime qui est en train de vouloir distraire les Congolais, n'est pas allé jusqu'au bout de la logique des accords du 31 décembre de l'année dernière, et de faire diversion
en organisant lui-même justement cette prétendue attaque de la prison de Makala et l'évasion des Nemwanda Nsemi et un certain nombre des... D'ailleurs, certains laissent entendre qu'il y a plus de 3000 prisonniers qui ont pris le large. Et moi, je m'inquiète pour la sécurité des Quinoises et des Quinois. Ben justement, quelles sont les conséquences d'un tel drame finalement? Bien, d'abord, si réellement ça s'est passé comme on dit, ça montre déjà l'incurie de ce pouvoir de Kinshasa, qui n'est pas à même d'assurer la sécurité justement de ces prisons. Deux, quand on sait qu'il y a des criminels des hauts vols qui étaient dans cette prison-là et qu'on imaginerait qu'ils soient perdus, évaporés dans la nature, on a à craindre pour la sécurité des Quinoises et des Quinois. Et donc là encore, je dis, d'une manière ou d'une autre, c'est le gouvernement de Kinshasa qui est responsable justement de cette situation et donc ça traduit son impéritie, son incurie capitale et je dirais... Parce qu'on ne veut pas véritablement aller aux élections à la fin de cette année 2017, que de temps perdu, on est dans ce schéma-là de tout faire pour faire diversion, pour qu'on arrive à la fin de l'année et qu'on dise, mais voilà, ce n'est pas possible dans ces conditions-là d'organiser des élections. Alors justement, hein, vous parliez tout à l'heure de préméditation. Cet événement s'est produit dans la nuit du 16 au 17. On sait que le 17 mai, la République démocratique du Congo commémore le 20e anniversaire de la chute de Mobutu et donc l'accession au pouvoir de Kabila père. Est-ce que vous pensez que tout cela a été calculé? Hasard du calendrier ou acte prémédité selon vous? Probablement. Je ne saurais vraiment le dire comme ça. Et c'est vrai qu'il y a une coïncidence, j'allais dire malheureuse ou heureuse, malheureuse pour ceux qui considèrent que la chute de Mobutu a précipité l'ex-Zaïre dans le chaos qu'on connaît aujourd'hui. On sait que Kabila père, au bout de 2 ans, avait été l'objet des attaques, de la révolte d'un certain nombre de ses soutiens rwandais et ougandais, que lui-même avait dit justement que le mouvement qu'il avait porté au pouvoir, c'était une bande d'aventuriers qui n'avaient rien dans la cervelle et qui avait précipité le pays dans cette situation. 2 ans après, lui-même a été victime d'un attentat. Il en est mort. Et depuis, la RD Congo traverse des zones de turbulence, des zones d'ombre pas possibles au plan politique, au plan économique. Malheureusement, on voit que 20 ans après, la RD Congo est revenue en arrière même du moment où ils sont arrivés à prendre le pouvoir. Alors Alfred, revenons un petit peu sur cette évasion. L'opération visait vraisemblablement à libérer Nemwanda Nsemi. Qui est-il finalement et pourquoi avait-il été condamné pour les téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas l'histoire? Alors là, c'est la vraie question. C'est un député du national, mais représentant du Bas-Congo. Et lui, il est dans cette idée que le Congo appartient au Congo avec K. Et qu'il défend justement l'idée que le Congo doit revenir alors aux Congolais, sous-entendu que Kabila, fils, n'est pas congolais comme tel et que ce sont les étrangers qui dirigent ce pays. D'où la résistance qu'il oppose depuis un certain nombre d'années contre le pouvoir de Joseph Kabila, aujourd'hui au pouvoir. Il y a 1, 2, 3 mois, il y a eu un assaut dans sa résidence à Kinshasa, où il y a eu des morts. Et puis finalement, il s'est rendu aux autorités congolaises. Il a été emprisonné à Makala. Pour que ses partisans puissent se préparer à le libérer de cette manière-là, et je me pose la question de savoir où ils auraient pu trouver les armes, les Kalachnikov dont on a parlé, et puis comment ils auraient préparé comme ça dans l'ombre, dans le silence, la prise d'assaut de la prison de Makala, ce qui, de mon point de vue, est un montage grossier, comme le gouvernement de Kinshasa en a le secret depuis un certain temps. Et je crois effectivement que peut-être on aurait voulu éliminer un certain nombre des politiciens congolais qui sont en prison aujourd'hui à Makala, qu'on s'y serait pas pris autrement. Heureusement qu'ils ne se sont pas laissés prendre à ce piège-là et qu'aujourd'hui, bien, le gouvernement doit tout faire pour ramener en prison les prisonniers dangereux qui se sont évadés profitant de cette occasion-là.
Un mot peut-être sur la réaction du gouvernement. Est-ce qu'on sait si des détenus ont déjà pu être rattrapés, des détenus qui se sont évadés, hein? Non, pour le moment, aucune communication là-dessus. On reste dans le vague, disant que le gouvernement fait tout pour traquer les évadés, mais encore faut-il les retrouver. Et quand on connaît Kinshasa, ça prendra du temps pour les retrouver. Merci Alfred. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.